Bonjour et bienvenue dans notre podcast exceptionnel du jour des ondes clandestines. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de deux affaires complexes et interconnectées, Tracfin et l'affaire Kazakh-Gate. Ces dossiers révèlent non seulement des pratiques financières discutables, mais aussi des liens étroits entre le pouvoir politique et les intérêts financiers et les services de renseignement. Merci de nous suivre et à tout de suite avec Jean-François Caracci, ex-agent de renseignement italien sous Andreotti et Berlusconi, qui nous fait l'honneur de son analyse. Le podcast d'aujourd'hui va porter à la fois sur Tracfin et à la fois sur l'affaire Kazakh. Parce que on y retrouve dans l'affaire Kazakh le très proche entourage de Nicolas Sarkozy et on y retrouve aussi les intérêts financiers immédiats du clan Sarkozy. Encore une fois, comme dans l'affaire avec Takedine, etc. Le Kazakh-Gate est une affaire de corruption complexe impliquant plusieurs pays, le Kazakhstan, la France, la Belgique et les États-Unis. Elle met en lumière les liens troubles entre l'entourage politique du familial du président kazakh Nursultan Nazarbayev et des personnalités européennes. Il y a des présidents qui font faire fortune à leur pays en même temps qu'ils font fortune eux-mêmes. C'est bon. Et puis il y a des gens qui utilisent leur fonction pour faire fortune tout seuls. Et malheureusement, pour une raison que je ne comprends pas, il faut qu'ils le fassent d'une manière totalement malsaine et illégale. Alors qu'on peut faire fortune honnêtement. Et c'est moi, repris de justesse, et moi, fils de voyou, qui vous le dit, qui vous l'affirme. Je reviens sur Tracfin. Tracfin a 35 ans, c'est un service de renseignement financier. Quand j'ai fini avec Andreotti en 2006, je me suis rapproché du sénateur maire Raymond Couder, ancien maire de Béziers. Je lui ai dit, tiens, tu m'aides à rentrer chez Tracfin parce que... Créé il y a 35 ans, Tracfin est un service de renseignement financier. Son rôle est de fournir des informations et du renseignement, mais le parquet décide ensuite ce qu'il en fait. Fort de son expérience dans le renseignement en Italie et de ses liens avec les grandes familles mafieuses ayant géré des liens entre le pouvoir de ces familles sous Andreotti et Berlusconi, notre interlocuteur, Jean-François Caracci, a cherché à intégrer Tracfin en 2006 avec une lettre de recommandation du sénateur Raymond Couder. L'expérience du renseignement en Italie et le monde dans lequel j'ai grandi chez les Caracci devrait me permettre d'aider Tracfin à révéler plein d'affaires. Parce que je suis au courant d'énormément de choses, puisque sous Andreotti et Berlusconi, mes fonctions essentielles étaient de gérer les liens entre le pouvoir et les grandes familles mafieuses. Je me dis, ah oui, ça m'intéresse. Et Raymond Couder, sénateur, à ce moment-là, m'a fait une magnifique lettre de recommandation auprès de Tracfin, lettre que j'avais à ma possession, que malheureusement je n'ai plus pour avoir trop déménagé, mais lettre qui existe bel et bien et qui est dans les archives du sénateur Raymond Couder, sénateur de l'Hérault. Mon intérêt était de pouvoir aider la France à régler des problèmes. Jean-François Caracci estime que Tracfin, bien qu'extrêmement intéressant, manque de moyens, avec seulement 200 agents, là où il en faudrait 2000. Contrairement au service fiscal américain qui a son propre pouvoir d'enquête et de condamnation indépendante. Tracfin ne fait que donner des informations et le parquet en dispose à sa guise. Tracfin est un service extrêmement intéressant, mais qui n'a pas malheureusement les moyens de son utilité. Ils sont 200, alors qu'il faudrait qu'ils soient 2000. Et Tracfin pourrait parfaitement être associé en binôme avec le parquet national financier, ce qui ferait quelque chose de formidablement efficace, comme peut l'être le service fiscal américain, qui détient son propre pouvoir d'enquête et son propre pouvoir de condamnation de façon indépendante. Tracfin donne des informations, donne du renseignement et le parquet en fait ce qu'il veut. C'est comme le renseignement pénitentiaire. Quand Bénédicte Caracci-Bocquet fournit 3 enregistrements téléphoniques au parquet de Versailles en 2020, où un détenu de Beaudarcy affirme à Bénédicte Caracci-Bocquet, alors qu'elle en tombait des nues, d'apprendre ça, et moi aussi, que des détenus de Beaudarcy avaient reçu des propositions pour faire des faux témoignages contre moi, des faux témoignages, pas des témoignages parce que je suis un salaud, des faux témoignages qui expliqueraient que je suis un salaud.
Eh bien, le renseignement pénitentiaire a été informé. Le parquet de Versailles aussi, puisque Béni Karachi-Bokeh a fourni en gendarmerie de Rambouillet en avril 2020, le 21 avril 2020, ces enregistrements indiscutables, dont le contenu était indiscutable et les circonstances de la production de ces écoutes également. Eh bien non. Le renseignement donne des informations et le parquet décide, soit parce qu'il y a assez de preuves ou pas assez de preuves, ou soit parce qu'il y a l'opportunité de le faire ou pas, ou l'envie de le faire ou pas. Je m'adresse aux auditeurs principaux des ondes clandestines, flics, juges, journalistes. Vous le savez comme je le sais, il y a des affaires dont vous ne pouvez pas vous occuper parce que le pouvoir ne le veut pas. Il y a des affaires que vous ne pouvez pas vous occuper parce que vous n'avez pas assez d'éléments, preuves ou témoins. Et il y a des affaires dont vous ne voulez pas vous occuper. Pour preuve, à Montpellier, la juge Joëlle Allot, juge d'instruction à Montpellier, en 2005, m'avait reçu au tribunal de grande instance de Montpellier. Elle s'occupait de mes plaintes avec constitution de partie civile dans la SCI Karachi. Avant que Joëlle Allot, juge d'instruction, ne s'occupe de mon dossier, 3 juges d'instruction s'étaient autodessaisis pour conflit d'intérêts. 3 juges du parquet de Montpellier s'étaient autodessaisis, juges d'instruction, en disant « Je ne m'occupe pas de l'affaire Karachi parce que je connais François-Joseph Karachi ». Tu le connais de quoi? François-Joseph Karachi était censé être personne. Sauf que François-Joseph Karachi et Jacques Martin étaient tous les deux dans une loge pied noir très puissante de Montpellier, au Grand Orient de France, avec notamment Michel Fromont, qui a été une très grande personnalité du tribunal de commerce de Montpellier, et la franc-maçonnerie orientaliste de Montpellier. Et donc François Karachi, aidé de son puissant avocat et bâtonnier Jacques Martin, et des pratiques à la Saul Goodman, voire Better Call Saul, la série, eh bien, des choses étaient faites. Donc, 3 juges ont dit non, moi, je ne veux pas m'en occuper. Eh bien, c'est pareil, quand le renseignement renseigne, les parquets, comme le pouvoir, décident de ce qu'ils veulent derrière ou de ce qu'ils peuvent. Et moi, c'est ce que je voulais faire avec Trafin, en leur disant, voilà, je sais comment les grandes familles font. Je n'avais pas l'intention de trahir les grandes familles mafieuses parce que je ne voulais pas me faire assassiner. Mais je voulais un peu fluidifier les raisonnements et les actions de Trafin. Trafin qui a tout mon soutien et c'est OK comme ça. À l'époque, à Montpellier, les services fiscaux ont aussi un service d'enquête secret. Vous regarderez sur Google, j'ai pas le nom en tête, là, à l'instant où je vous fais le podcast, mais il y a un service de renseignement fiscal qui dépend de la Direction générale des impôts. Et j'étais allé voir ce service presque secret des impôts à l'époque, puisque François Karachi avait fait disparaître son yacht. Il avait un yacht de 25 mètres qui était au port de Carnon. Il est parti au port de Castellamare et parce que François Karachi ne voulait pas se justifier dans le divorce contre Olivia de ce château, de ce bateau qu'il avait acheté 3 millions d'euros, alors qu'il n'avait pas 3 millions d'euros sur ses comptes. Donc comment cet homme avait pu acheter à l'armateur Sopranzi à Grenoble, un yacht de 25 mètres qui coûtait aux environs de 3 millions d'euros. Parce que c'est ça la réalité financière de François-Joseph Karachi, en tout cas en 2004-2005. C'est un yacht de 3 millions d'euros, c'est des entrepôts commerciaux de plusieurs millions d'euros, c'est des terrains à 60 constructibles de plusieurs millions d'euros, etc. Une propriété immense en Sicile, etc., etc. Des actions en promologie bailleur social à Toulouse, où Sandrine Karachi a été membre du conseil d'administration au nom du MEDEF. Avec quel argent? Avec quel argent une femme qui déclare 14 000 euros de chiffre d'affaires par an peut-elle investir dans un bailleur social plusieurs millions d'euros? Mais c'est ça, moi, que j'aime détricoter. C'était mon boulot et ça le sera toute ma vie, de comprendre les choses et surtout de pouvoir agir pour les autres, pour aider les autres. À un moment donné, justement, je devais faire la fusion-acquisition pour Berlusconi pour ses activités françaises et Jacques Martin m'a sauté à la gueule. J'avais un enregistrement téléphonique où Jacques Martin, dans son bureau à Montpellier, m'affirme qu'il est en train de m'enculer, qu'il ment sur demande de son client et que ça lui convient parfaitement et que c'est à moi à faire avec, et que si j'étais si fort en ayant travaillé pour Andréotti dans le renseignement, eh bien, je pourrais le neutraliser.
et il ricane dans cet enregistrement téléphonique. Donc j'ai un enregistrement téléphonique qui affirmait que les accusations de Jacques Martin à mon endroit, que ça soit sur le vol soi-disant d'Olivia ou l'activité d'avocat, tout était bidon. Et Jacques Martin rigole et me souhaite bonne chance. Malheureusement, comme j'ai beaucoup déménagé, comme ça arrive à tout un chacun, il y a des choses qui ne nous suivent pas. Parce que quand j'ai perdu mon fils, que je suis allé à Monastère et après je suis allé au séminaire pour me former en art sacré, j'ai pas... Jean-François Carracci révèle avoir fait face à un contrat sur sa tête mis par François Carracci qui a obligé Berlusconi à racheter pour 500 000 euros. Il a également utilisé ses salaires de l'époque, y compris ceux d'Andréotti, pour payer le divorce d'Olivia, ses avocats, ses factures, ses soins dentaires et l'a aidé à acquérir plusieurs millions d'euros d'immobilier. Il le dit dans quelques instants. J'ai pas fait suivre mes archives avec moi, j'étais en mode survie à cause de François Carracci, du contrat qu'il avait mis sur ma tête quand Berlusconi a été obligé de racheter 500 000 euros. C'est ça la réalité de l'affaire Carracci. Pour l'affaire Kazakh, Aurélien Leroy, spécialisé en renseignement, m'a envoyé des notes extrêmement intéressantes quelques secondes avant que je fasse le podcast. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est le contexte géopolitique et les intérêts financiers. Le Kazakhstan s'est retrouvé avec d'énormes réserves de pétrole et de gaz, exploitées notamment par Gazprom, souvent décrites comme l'équivalent russe de Total. Il faut savoir que Gazprom sert également de banque aux services secrets russes. De nombreux hommes et femmes politiques européens s'intéressent au Kazakhstan car le pouvoir kazakh distribue beaucoup d'argent en échange de reconnaissance de loyauté et pour assurer sa propre survie sur la scène internationale. Cette dynamique est comparable à celle des pays du Golfe, Qatar, Arabie Saoudite, Dubaï, Bahreïn, qui n'ont pu exister aux yeux de la CIA et du MI6 que parce qu'ils ont autorisé des compagnies comme BP Petroleum et Texaco à exploiter leurs gisements. Les fortunes à l'est et à l'extrême est de l'Europe, où le Kazakhstan s'est retrouvé avec énormément de puits de pétrole et de gaz que Gazprom exploite. Gazprom qui est le Total russe. Gazprom sert de banque. D'ailleurs, il existe la banque Gazprom et sert de banque au service secret russe. Tous les hommes, femmes politiques européens aiment le Kazakhstan parce que le pouvoir kazakh donne énormément d'argent en retour de reconnaissance et de loyauté. Et surtout, pour avoir le droit de toujours exister. Parce que n'oublions pas que ces pays-là, qui se sont découverts des fortunes sous leurs pieds, n'ont le droit d'exister que si ils font amis-amis, copains-copains, et s'associent avec ceux qui viennent exploiter leurs ressources naturelles. Au cœur de l'affaire se trouve le trio kazakh Patok Chodiev, Alexandre Machkevitch et Alijan Ibrahimov. Ils sont accusés d'avoir agi comme agents occultes et d'avoir reçu 50 millions d'euros de rétrocommissions liées à la rachat par Tractebel de 4 centrales électriques au Kazakhstan et d'une concession de 20 ans pour le transport et le stockage de gaz. En mars 2017, la justice belge a inculpé le trio pour faux blanchiment et association de malfaiteurs. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, Dubaï, le Bahreïn ont eu le droit d'exister aux yeux de la CIA et du MI6 que parce que c'est British Petroleum et Texaco, notamment, qui avaient le droit d'exploiter leur gisement. Sinon, pas d'Arabie Saoudite actuelle telle qu'on la connaît. Les Al Saoud ont été choisis par la CIA, ont été mis au pouvoir par la CIA, ont été maintenus par la CIA, parce que les Al Saoud ont toujours laissé Texaco, notamment la famille Bush, qui a présidé Texaco, tirer leur gisement. Alors bien sûr, ces gens-là n'ont pas perdu grand-chose en retour, puisqu'ils sont devenus milliardaires. Mais c'est du donnant-donnant, voilà. C'est ça qui est intéressant. Et donc l'affaire Kazakh, c'est ça. J'ai vu qu'il y avait un de Montesquieu dans la boucle. Nous avons en France des très hauts fonctionnaires qui ont fait de très belles études, mais pour certains, voire beaucoup, malheureusement, ont de très mauvaises manières. Parce que ce sont les contrôleurs de l'État, parce qu'ils ont des hautes fonctions déterminantes, certains, pas tous, certains, mais monnaie, ces fonctions-là,
en faisant fortune, en constituant d'immenses fortunes en parallèle. Malheureusement, on est dans le trafic d'influence, on est dans la corruption, active ou passive. Et ces hauts fonctionnaires qui, malgré tout, pour certains, pour la plupart, gagnent entre 10 000 euros et 20 000 euros par mois, ce qui est quand même pas rien. Ils ne sont pas payés au SMIC. Ils ont besoin, ils ont l'envie de se constituer un capital de plusieurs millions d'euros, voire pour certains, plusieurs dizaines de millions d'euros. On pourrait se dire, puisqu'ils peuvent le faire, ils ont bien raison. Non, non et non. Quand on est haut fonctionnaire et qu'on est très bien payé pour ça, on ne fait pas autrement. C'est tout. C'est d'ailleurs pour ça, et je salue le Parquet national financier et Tracfin pour leur action et leur réactivité. Et ces juges-là, ces enquêteurs-là font un travail formidable, mais en permanence malmenés par tel député, tel sénateur ou tel ministre qui dit « Ah, vous savez, là, le ministre ne va pas être content. Ah, vous savez, là, le président ne va pas être content. » Quid de la fortune du président de la République faite chez Rothschild qui a disparu. Lorsque le président de la République ne sera plus président de la République, il est possible, sauf s'il y a prescription, et ce sera certainement le cas, mais il sera possible pour certains de dire « Mais monsieur le président, où est passée votre fortune, que vous étiez le premier à vous flatter d'avoir gagné ça, assez d'argent pour pouvoir être un président honnête et indépendant financièrement. Ok, ils sont où ces millions ?» Mais la prestidigitation qui est liée à l'activité politique fait que malheureusement, ça se passe comme ça. Quand Jean-François Copé se retrouve avec une Rolex en or à 30 000 euros offerte par Takedine et qu'il s'échappe de justesse, il s'en est sorti à se demander comment il a fait, d'une condamnation, ce qui lui permet toujours d'être maire de Meaux et d'essayer d'ailleurs de redevenir député, voire ministre, parce que cette partie-là de la droite est devenue Macron compatible, parce qu'il est intéressant de faire du business avec Macron, parce que Macron a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il a un clan, beaucoup ses anciens copains de l'ENA, parce que l'ENA est une société secrète, un peu comme les Skulls and Bones aux États-Unis. Il faut savoir que Sciences Po Paris et l'ENA ont une fraternité étudiante en son sein, comme le CNAMS, le Conservatoire national des arts et métiers, là également. Il y a des fraternités, des vraies fraternités étudiantes initiatiques qui font que il y a cette entraide. Donc c'est pour ça que Macron est extrêmement loyal envers ses anciens camarades, parce que ses anciens camarades s'obligent à aussi être loyaux envers lui. Donc c'est du donnant-donnant. Chacun le fait pour le propre intérêt de l'autre. Dont acte, la République est faite ainsi, notre dite démocratie fonctionne de la sorte, on pourrait se dire, bon, ben, ça fonctionne. Non, il y a tout qui est illégal et il y a tout qui est immoral, et des affaires, justement, en permanence relevées, révélées par Tracfin et par le PNF, et souvent appuyées par Mediapart et par le Canard enchaîné, parce que Mediapart et le Canard enchaîné permettent, en faisant vivre des preuves et des témoins, de faire vivre des dossiers judiciaires, de permettre à des juges ou à des enquêteurs, gendarmes ou flics, de faire leur boulot, alors que sinon ils ne le pourraient pas. Je l'ai bien vu dans les affaires Karachi, il ne fallait surtout... Jean-François Karachi partage son expérience personnelle à travers ce qu'il nomme, comme il l'a dit, les affaires Karachi, illustrant les difficultés rencontrées face au système judiciaire et au réseau d'influence. Tout pas s'occuper des affaires Karachi à Montpellier parce que c'est un sujet sensible. C'était un sujet explosif. Je vous parle de ça en 2004, 2005, 2006, alors que je n'étais censé qu'être un bâtard de Roumain qui voulait son héritage un peu trop précipitamment, à écouter les dires de Jacques Martin à la barre du tribunal correctionnel de Montpellier, qui avait absolument besoin de justifier les fonds en écriture de François-Joseph Karachi dans l'A.I.C. Karachi en expliquant que je n'étais qu'un bâtard de Roumain et qu'il fallait déjà que je me contente d'avoir été adopté par une honorable famille française. Non. Moi, je n'ai pas demandé à être viré des entreprises Karachi en 2004. Je n'ai pas demandé à ce qu'en 2017, il y ait une récidive sur ces faux en écriture et que tout le monde regarde ailleurs. Voilà. Paper, société.com, Infogreffe, vous verrez. SCI Karachi, fin 2017, il y a un acte notarié où de nouveau, François-Joseph Karachi et Sandrine Mignolé Karachi finissent de me piller, finissent de me voler le peu d'héritage possible que je pourrais toucher de François-Joseph Karachi
en faisant de Sandrine Mignoni la nouvelle gérante et la nouvelle actionnaire de cette SCI qui constitue une grande partie du patrimoine financier et immobilier de François-Joseph Karachi, donc de mon père adoptif. Si c'est elle qui devient actionnaire et qu'elle possède ces parts-là de façon illégale et vicieuse, eh bien je me retrouve à bien sûr ne plus pouvoir hériter de François, puisque François a tout vendu ou tout cédé à Sandrine pour un euro symbolique. Donc il y a ce qu'on appelle une spoliation d'héritage, des dons déguisés d'héritage. Je l'affirme dans ce podcast, parce que j'ai gagné en correctionnel, appel et cassation dans le cadre de faux usage de faux Karachi, qui m'ont épuisé financièrement. L'argent que je gagnais pour gérer les boîtes d'Olivia et pour gérer son divorce, mes salaires, pareil pour les salaires qu'Andreotti me donnait, je m'en servais pour payer le divorce d'Olivia. J'ai payé son avocat, j'ai payé ses factures, j'ai payé ses soins dentaires. Et en plus, à la fin, elle s'est retrouvée avec plusieurs millions d'euros d'immobilier grâce à moi. Parce que François-Joseph Karachi voulait la laisser sans rien. Je vous rappelle tout ça parce que Tracfin et le PNF, mais qui à ce moment-là n'était pas du tout dans mes affaires, eh bien, étaient d'une façon ou d'une autre dans la boucle. Et donc, Tracfin n'a pas répondu favorablement à la lettre de recommandation du sénateur Couder, parce que Tracfin m'a appelé en me disant, écoutez, nous, on a des gens bien meilleurs que vous, qui sortent de Sciences Po de l'ENA, donc on va rester dans ce vivier-là. Mais j'ai reçu une lettre de non-recevoir extrêmement méprisante et moqueuse, moi qui pourtant sortais des services secrets italiens à ce moment-là, et qui pouvait énormément aider la France à épurer ses comptes. Mais est-ce que les hommes politiques, les députés, les sénateurs qui décident de nos lois, vont embaucher un gars qui peut vraiment faire le boulot? J'ai un doute. De temps en temps, il y a une affaire qui arrive à sortir parce que tel enquêteur honnête et efficace a pu faire le boulot et tel juge honnête et efficace a pu faire le boulot. Mais sur une affaire qui sort, il y en a 99 qui ont été enterrés, soit par lâcheté, soit par corruption, soit par incompétence. En somme, ces affaires complexes soulignent les défis de la lutte contre la corruption et le trafic d'influence, où les hauts fonctionnaires et les politiques semblent parfois intouchables, malgré les efforts des services comme Tracfin et le PNF. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode des Ondes Clandestines. À bientôt.